passionnés de foot, bienvenue à ce premier épisode de cette année 2026. Merci une fois de plus de nous retrouver. Comme vous le constatez, ceci est une nouvelle chaîne. Alors donc j'ai décidé de faire les contenus foot et en français complètement séparés du contenu basket qui est fait en anglais, donc d'avoir deux chaînes différentes. Donc abonnez-vous à cette chaîne, partagez les vidéos, likez-les et surtout abonnez-vous, construisons cette chaîne aussi et développons-la. Et plus important, tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui débute cette année 2026. Et donc tous mes vœux, comme je le dis, succès, santé et tout ce que vous souhaitez pour vous et vos familles. Nous allons débuter par l'actualité la plus brûlante qui est la Coupe d'Afrique des Nations et l'information qui a été donnée du fait qu'elle se déroulera maintenant tous les 4 ans au lieu de tous les 2 ans. Je pense que ça, c'est une décision qui a été beaucoup plus prise pour avantager les clubs européens qui sont propriétaires de ces différents joueurs qui malheureusement quittent généralement leur club en plein milieu de saison pour venir disputer cette Coupe d'Afrique des Nations. Et donc il y a souvent des bisbilles entre les fédérations et les clubs. Je suis toujours par contre assez curieux de savoir comment est-ce qu'ils vont s'arranger en termes de calendrier pour pouvoir permettre à Cannes d'obtenir l'audience dont elle a quand même besoin, que ce soit les années où il y a la Coupe du Monde par exemple. Est-ce que ça va continuer de se jouer en janvier, ou les années d'Euro, est-ce qu'ils vont se jouer au même moment? Il faut prendre en compte le temps de repos de ces joueurs aussi, et donc du coup ce sera intéressant. Je n'ai pas encore tous ces détails, mais bon, on verra bien comment tout cela se passera. J'ai juste voulu partager l'information avec vous. Et donc voilà, quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui débute ce vendredi. Les huitièmes de finale qui se sont achevés avec la victoire du Mali au tir au but face à la Tunisie, 1 but partout. Le Sénégal qui s'est imposé face au Soudan 3-1. L'Égypte qui a battu le Bénin 3-1. Les Béninois qui avaient pourtant bien débuté cette première mi-temps face aux Égyptiens, où ils ont pu leur tenir tête avant de sombrer en deuxième mi-temps. La Côte d'Ivoire qui s'impose 3-0 face au Burkina Faso. Faible opposition des Burkinabés honnêtement au cours de ce match face aux Ivoiriens qui étaient très bien au-dessus des étalons. Le Cameroun qui s'impose 2-1 face à l'Afrique du Sud. Le Maroc 1-0 face à la Tanzanie, et le Congo qui perd face à l'Algérie 1-0 en toute fin de match, en prolongation. Et le Nigeria qui s'impose 4-0 face au Mozambique. À mon avis, le Maroc avec Brahim Diaz et Amad Diallo et la Côte d'Ivoire font partie des favoris de cette compétition. Amad et Brahim, je pense, sont les favoris à mon avis pour le titre de meilleur joueur de la compétition, parce qu'il y a de très belles surprises au cours de cette CAN, de très bons joueurs, particulièrement du côté de la Côte d'Ivoire. Je suis assez épaté par Guelad Doué, frère de Désiré Doué, qui a choisi de jouer pour les éléphants alors que son frère joue pour les Bleus. Inao, le milieu de terrain aussi, il est assez intéressant comme joueur. Il passe le high test, en tout cas pour le moment, et j'espère qu'il pourra trouver un club il évolue actuellement à Trabzonspor, et j'espère qu'il pourra trouver un club qui lui permettra de passer un palier, de pourquoi pas s'imposer dans l'un des championnats majeurs d'Europe. Il n'a que 19 ans, c'est quand même, il passe le high test, et j'ai hâte de le voir contre l'Égypte en quart de finale, face à une compétition un peu plus relevée que le Burkina. Très belle compétition, comme je le disais, d'Amad Diallo qui, j'espère, soit du côté d'United avec le nouveau coach, ou tout autre part en Europe, pourquoi pas en Espagne. Je le vois bien en Espagne. Je pense que ce gamin est pétri de talent. Il n'a rien à envier à un gamin comme Lamine Yamal par exemple. Je pense qu'il est autant pétri de talent et qu'il a juste besoin de beaucoup plus de temps de jeu et de confirmer en Europe maintenant, et l'avenir lui appartient assurément. Les stars de cette compétition pour le moment
ne brille pas de tout feu, que ce soit Sadio Mané, en tout cas en termes de but au moins, que ce soit Sadio Mané ou Mohamed Salah. Bryan Mbeumo au niveau du Cameroun quand même tient la chandelle, même si la production au niveau des buts ne suit pas avec Carlos Baleba. Et donc Osimhen et Lookman Ademola sont les têtes de ponte des Super Eagles du Nigeria et bien évidemment nous verrons bien comment tout cela se passe en quart de finale et si ces stars répondront au rendez-vous. Mali-Sénégal, premier quart de finale, match qui sera à mon avis âprement disputé, mais je pense que les Sénégalais passeront pour les demi-finales. C'est probablement ma seule certitude de ces quarts de finale. La Côte d'Ivoire qui affronte l'Égypte avec un sentiment de revanche après les deux éliminations en finale des Égyptiens que les Égyptiens ont fait subir aux générations précédentes de Didier Drogba aux éléphants. Et donc je pense que cette nouvelle génération voudra peut-être, pourquoi pas, venger leurs aînés. Le Cameroun aura une marche assez difficile à grimper face au Maroc à domicile. Et donc un Brahim Diaz et Achraf Hakimi qui revient de blessure aussi. Très, très bon match en perspective aussi, Cameroun-Maroc. Après toutes les incertitudes et toutes les turpitudes au niveau des Lions indomptables avec Samuel Eto'o et son nouvel entraîneur et les absences décidées par la fédération camerounaise de gars comme André Onana, de leaders comme Onana, Aboubakar, Zambo Anguissa et tous ces gars. Pour le moment c'est payant, mais bon, voilà, là maintenant tu rencontres le pays organisateur et on verra bien où cette nouvelle génération camerounaise pourrait bien aller. L'Algérie qui affronte le Nigeria, les Fennecs face aux Super Eagles, et donc 4 quarts de finale assez intéressants qu'on verra bien comment ces choses se dérouleront au cours de ces quarts de finale. Je voudrais quand même très rapidement toucher deux autres choses en rapport avec la CAN et le niveau de jeu de certaines équipes. Je pense qu'il est temps pour les fédérations africaines, ouest-africaines en particulier, de se concentrer beaucoup plus sur la production du football local et de permettre à ces centres de formation de développer leurs joueurs et de les fournir au championnat local et surtout d'apporter des salaires décents à ces footballeurs locaux qui leur permettraient de se concentrer uniquement sur le foot parce que le talent il y est en Afrique, qui leur permettrait de se concentrer sur le foot et de produire un football qui sera beaucoup plus plaisant, ce qui améliorera de facto les sélections nationales et le vivier que ces équipes auront, surtout pour ces sélections comme le Bénin, le Burkina, le Soudan, le Mali qui n'ont pas forcément beaucoup de joueurs expatriés qui performent hors des territoires. Donc il faille que le vivier local soit vraiment une base pour ces équipes. Et l'Égypte nous a montré pendant Dieu seul sait combien d'années avec un championnat égyptien d'un très bon niveau qui leur permettait de fournir constamment des joueurs à l'équipe nationale quand Chiata était encore l'entraîneur de l'Égypte avec des gars comme Mohamed Aboutrika, Mohamed Zidane et Hassan ou Sam Hassan, je ne me rappelle plus de son nom, ce milieu de terrain capitaine emblématique de l'Égypte en son temps, El Hadari. Et donc il est vraiment important d'investir dans le championnat local et de développer les talents locaux afin de permettre à ces sélections nationales d'avoir un vivier. Il faut permettre aux footballeurs locaux de vivre de leur art et peut-être que je ferai une vidéo complète pour beaucoup plus m'étendre sur ce sujet, mais j'ai voulu l'aborder rapidement. Et aussi il va falloir réfléchir sur la thématique des stades vides en Afrique au cours de ces Coupes d'Afrique. Est-ce qu'il faille peut-être changer l'heure pour permettre aux gens de quitter le boulot et ensuite aller regarder les matchs un peu plus tard que de les jouer aux heures de pointe ou aux heures de boulot, parce que c'est généralement juste les sélections, les pays hôtes qui arrivent à remplir les stades au cours de le match. Et aussi peut-être repenser vraiment la logique des prix des billets et des prix d'accès aux billets pour les stades. Enfin,
peut-être une autre vidéo aussi en perspective pour cette thématique. Nous allons maintenant partir vers les championnats locaux ou nationaux plutôt en Europe, avec le championnat de France où le PSG s'est imposé 2-1 face au Paris FC, derby parisien, but de Désiré Doué, Ousmane Dembélé. Le Havre qui s'impose 2-1 face à Angers, Brest 2-0 face à Auxerre, Lorient qui fait match de 1 but partout face à Metz, Olympique de Marseille qui perd 2-0 face à Nantes et réalise la pire opération de la journée, Rennes qui s'impose 2-0 face à Lille, Nice qui fait match nul face à Strasbourg, Monaco qui perd face à Lyon 1-3 et Toulouse qui perd face à Lens 3-0. Les Lensois qui pour le moment sont leaders de cette Ligue 1 avec 40 points suivis du PSG 39, Marseille 32, Lille 32 et l'Olympique lyonnais qui est 5e de ce championnat. Lyon qui a pu dans le même temps obtenir le prêt de la pépite brésilienne du Real Madrid, Endrick, qui n'a pas encore débuté avec les Rodaniens, et donc on est assez curieux de voir les résultats l'aide qu'il pourra apporter à cette équipe de Lyon, et on espère qu'il pourra éclore à Lyon pour le plus grand bien du Real Madrid. Première Ligue et beaucoup de mouvements au niveau des bandes touches là-bas. Enzo Maresca qui, après quelques résultats défaillants, se fait de manière surprenante limogé par Chelsea et remplacé par Liam Rosenyor qui est complètement nouveau pour moi. On verra bien ce qu'il fera comme performance au niveau de Chelsea. Par contre, le ownership group, le propriétaire de Chelsea et leur direction, pour moi, ont agi de manière précipitée. J'aurais toujours permis à Enzo Maresca de continuer jusqu'à la fin de la saison avant de prendre une décision de la sorte, parce que l'espérance n'était pas aussi grande au niveau de Chelsea comme elle était au niveau de Liverpool ou de United. Bien évidemment, United aussi s'est séparé de Ruben Amorim. Je reviendrai vers ça un peu plus tout de suite là. Mais Chelsea n'avait pas cette espérance, ces expectations en quelque sorte au cours de cette saison, et avec tous les mouvements qu'il y a eu récemment au niveau des Blues de Chelsea, avec toutes ces recrues, tous ces joueurs, ça prend du temps pour créer une symbiose, et je pense qu'ils étaient sur la bonne voie, et malheureusement c'est à un autre coach de venir maintenant reprendre tout un travail encore, et ça a été le problème de Chelsea depuis le départ de Roman Abramovich. Même sous Abramovich, à un moment donné, c'était ça, c'est ce jeu de chaise musicale avec les coachs et des recrues à un point fini. Un club, ça a besoin de stabilité, un club a besoin de continuité avant de pouvoir produire des résultats, et j'ai comme l'impression que cette direction de Chelsea ne l'a toujours pas compris. Mais c'est le milieu du foot, beaucoup jugé par les résultats, et une période un peu difficile. On oublie tout ce qui a été fait par le passé, cette magnifique Coupe du Monde des clubs qu'ils ont pu emporter face au PSG tout feu tout flamme. J'espère que Maresca pourra rebondir ailleurs et pourquoi pas se trouver un nouveau club très bientôt. Arsenal qui est toujours en tête. Avant de venir au résultat de cette journée de Première Ligue, Ruben Amorim, comme je le disais aussi, finalement démis de ses fonctions au niveau de Manchester United. C'était prévisible depuis un bon moment. Il était sur la sellette, de même que Arne Slot au niveau de Liverpool. C'est fait pour lui maintenant, et Ole Gunnar Solskjaer, l'ancien entraîneur de United pour un bout de temps dans le passé, est pressenti pour revenir prendre les rênes du club. Ancien joueur aussi, donc il connaît quand même la maison. On verra bien comment ça se passe au niveau des Red Devils. Journée de Première Ligue qui a débuté avec la victoire d'Aston Villa 3-1 face à Nottingham Forest. Burnley qui a perdu 2-0 face à Brighton. Wolverhampton 3-0 s'impose contre West Ham. Arsenal qui s'impose 3-2 avec un doublé de Declan Rice face à Bournemouth. Manchester United, donc avec un match nul face à Leeds United, à côté la tête de Ruben Amorim malheureusement.
Tottenham, un but partout face à Sunderland. Newcastle qui s'est imposé 2-0 face à Crystal Palace. Brentford 4-2 s'impose face à Everton. Liverpool qui fait une fois de plus un match nul face à Fulham et qui continue sur de mauvais résultats malgré la mise sur le banc de touche de Mohamed Salah, et Salah qui est même actuellement en déplacement pour la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Égypte. Chelsea et Manchester City qui étaient sur un match nul, un but partout. Et donc Arsenal confortablement leader, 48 points, à 6 points du deuxième Manchester City. Aston Villa 3e. Liverpool 4e avec 34 points. Chelsea 31. 5e et United 6e qui ferme ce top du classement. Arsenal, comme je l'ai dit depuis un bon moment maintenant, cette première ligue est beaucoup plus à Arsenal à perdre qu'autre chose. Et je pense qu'ils sont sur la bonne lancée dès qu'ils ont eu des contre-performances en cours de route. Mais du moment où ils continueront à gagner les matchs qu'ils doivent gagner et gratter des points à l'extérieur, que ce soit un match nul ici et là et des défaites et des victoires inattendues ou des victoires en déplacement comme ça a été le cas face à Bournemouth, je pense qu'ils seront champions d'Angleterre. L'Espagne avec Joao Cancelo qui fait son retour à Barcelone. Bon recrutement je pense pour le FC Barcelone, même si ce n'est qu'un prêt une fois de plus, et donc je suppose probablement Koundé qui retrouvera l'axe central à Barcelone avec Cancelo sur le côté. On verra bien ce que Hansi Flick décide de faire de ce recrutement, mais voilà, Barcelone qui d'ailleurs s'est imposé dans le derby de Barcelone 2-0 face à l'Espagnol ce week-end. Villarreal qui s'est imposé 3-1 face à Villarreal. L'Athletic Bilbao a fait match nul avec Osasuna. Getafe match nul face au Vallecano. Vigo qui s'impose 4-1 face à Valence. Alaves un but partout face au Real Oviedo. Gérone qui gagne une victoire 2-1 face au Real Mallorca. Et l'Atlético Madrid qui fait match nul face à la Real Sociedad, un but partout. Le Real Madrid qui s'impose 5-1 pour son retour à la compétition après la trêve hivernale face au Betis Séville. Triplé de Gonzalo Garcia en l'absence de Kylian Mbappé. But de Asensio et Fran Garcia aussi. Et ça y est. Déjà des commentaires et des avis complètement idiots à mon avis sur l'absence de Kylian Mbappé qui serait le problème au Real Madrid et le problème des résultats en ce moment à Madrid d'après certains. Aucun sens à mon avis honnêtement. Je pense que le problème du Real Madrid est beaucoup plus un problème de formation et surtout les performances de Vinicius Junior aussi en cette année. Bien évidemment, je suis d'accord sur le fait que Gonzalo Garcia est beaucoup plus un neuf naturel par rapport à Kylian, mais je ne pense pas que Kylian est le problème du Real Madrid. Et j'ai la ferme conviction que le trio Vinicius, Kylian, Rodrigo peut jouer à 3 en attaque. Il est juste question de permettre à ce trio de jouer ensemble et d'enchaîner les matchs. Comme je l'ai dit, je donnerai encore une saison, à part celle-ci, à Xabi Alonso pour qu'il continue à imposer son style de jeu et sa philosophie. Naturellement, avec les négociations contractuelles en cours, je ne serais pas surpris si, avec les performances de Vinicius Junior, le Real décidait peut-être de se séparer de lui. Ce n'est pas ce que je souhaite, mais si vous deviez me demander entre s'il faille, parce que j'ai beaucoup écho de cette conversation, Vinicius, Kylian ils ne sont pas compatibles, ils ne peuvent pas jouer ensemble. Je n'y crois pas non plus, mais si vous me demandez si l'un des deux doit partir, qui ce sera, je pense que ce sera beaucoup plus Vinicius Junior. Barcelone qui est donc premier du championnat, qui a repris la tête du championnat à 4 points, avec 4 points d'avance sur le Real deuxième, 45. Atlético 3e, Villarreal 4e et l'Espagnol de Barcelone 5e de ce championnat d'Italie où 18e journée qui s'est écoulée. Le Calcio Come qui s'est imposé face à Udinese, Sassuolo qui s'est imposé face à Parme,
Le Genoa et Pizza qui ont fait un match nul aussi. La Juve aussi, nul un but partout face à Lecce. L'Atalanta Bergame qui s'impose face à l'AS Rome. La Lazio Rome qui perd face au Naples, 2-0. Fiorentina qui s'impose face à Cremonense, 1-0. Le Torino qui s'impose face au Hellas Vérone, 3-0. Et l'Inter Milan qui s'impose 3-1 face à Bologne. Les Milanais donc premier de ce championnat, Inter Milan bien sûr, avec 39 points, suivi du rival milanais, l'AC Milan avec 38 points. Naples 37, la Juventus de Turin 36, l'AS Rome 36 aussi, 5e de ce championnat. Et donc, voilà un peu ce qui s'est passé au cours de ce championnat d'Italie. Et voilà tout ce que j'ai pour vous au cours de cet épisode. Une fois de plus, continuez de vous abonner, continuez de partager les vidéos, likez-les. Et on se retrouve au prochain épisode. Ciao!